Alors bienvenue et installez-vous, c'est l'heure de démarrer cette nouvelle conférence table ronde. Alors c'est une table ronde qui va forcément vous amener à réagir et on va évoquer pendant l'heure qui vient un sujet que l'on connaît bien, même très bien je dirais, puisqu'on va parler de nous. Nous les Françaises, nous les Français, et nous allons pas nous regarder le nombril et parler entre nous, mais surtout on va demander l'avis de nos amis qui sont venus d'ailleurs et qui ont fait le choix de s'installer en France pour y vivre ou pour y travailler, et surtout qui vont nous aider à faire cette sorte d'examen de conscience. Je compte sur vous pour réagir et poser des questions. On est ensemble pendant 1 heure et je vais vous présenter tous nos intervenants. À ma droite, Marcela Yacoub, qui est juriste, chercheuse, essayiste d'origine argentine que l'on connaît bien. Sophie Peder également, merci d'être là, correspondante depuis 2003 à Paris pour le journal The Economist. Alfredo Valadao, professeur, alors j'espère que je le prononce bien, professeur des affaires internationales à Sciences Po Paris, d'origine brésilienne. Et à mes côtés, l'historien, sociologue, le philosophe Théodore Zeldin, britannique, qui enseigne au St. Anthony's College à Oxford et qui vont être avec nous. Nous allons excuser également la 5e intervenante qui était prévue, Michela Marzano, députée italienne et qui, vous vous en doutez, a été retenue chez elle en Italie compte tenu des récents événements et qui devait être auprès des sinistrés du récent tremblement de terre. Alors le thème de cette table ronde, c'est « On agace, mais on nous aime ». C'est un vaste programme, bien évidemment. La première des questions pour faire connaissance avec nos intervenants, c'était de leur demander leur témoignage, ou plutôt leur avis, leur vision de la première fois où ils ont ou croisé un Français ou une Française, et surtout mis le pied en France. Quelle a été leur impression à ce moment-là? Professeur, je voulais vous demander de nous raconter cet instant. Oui. Alors, mettez bien le micro, ça marche, mettez-le bien près de votre bouche. Je suis venu en France quand j'avais 21 ans et j'ai trouvé une chambre chez 2 vieilles dames pétainistes à Paris, à Passy. Et j'ai découvert les clivages qui existe toujours en France. Et dans les toilettes, il y avait une caricature du général de Gaulle. Ensuite, j'étais invité par le CNRS qui m'a accordé une bourse de recherche. Et le premier jour du mois, j'avais le devoir d'aller chercher un chèque de mon traitement. Et ensuite, on ne me disait rien. Et voilà, j'ai découvert la bureaucratie française. Ça commence par ça. Alors, même question, on vient d'entendre Lola qui est avec vous, Marcela Yacoub. Pareil, quel a été ce moment où vous vous êtes dit, c'est la France où j'ai décidé d'habiter? Là, c'était juste que mettez bien votre micro près de votre... Que j'étais adolescente, je suis venue en vacances, simplement. Et alors, je suis tombée complètement amoureuse de la France, en fait. Mais et après, je suis venue 10 ans plus tard, en fait. Mais c'était pour moi clair que j'allais venir vivre ici, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon, disons, les raisons sont complexes, mais... Mais c'était une évidence pour vous? Oui, c'était une évidence, effectivement. C'était là et pas un autre pays? Oui, absolument, ouais. On développera tout à l'heure les qualités et les défauts aussi des Français. Sophie Peder, pareil. Quel a été ce moment et quelle est l'image forte qui en ressort? Je pense que le moment où j'ai vraiment pris conscience de ce que représentait la France, c'était quand j'étais étudiante. À l'université où enseigne mon ami, mon compatriote, le professeur. Et c'était dans les années 80, à un moment où le Royaume-Uni était un pays qui traversait une crise.
une crise très sérieuse, économique, politique, un pays qui a perdu son chemin, qui ne savait pas ce qu'il voulait, qui, dans les années 70, a frôlé le défaut de paiement et est allé chercher de l'aide presque, de l'aide carrément du FMI. Donc la France, pour moi, symbolisait le contraste, l'inverse. C'était la réussite, c'était les trains qui vont vite, les avions qui décollent, les ordures qui sont ramassées efficacement. C'était la construction des bâtiments modernes à Paris. C'était vraiment l'inverse de ce qu'on imagine la perception de la France aujourd'hui au Royaume-Uni. Donc c'était le Royaume-Uni coincé par le passé et la France qui représentait l'avenir. Et on va voir que cette image-là, quelque part, c'est un peu inversé. Même question, même réflexion, même souvenir, Alfredo Valadao. Oui, je vais vous répondre en 2 temps. Mon premier souvenir, j'avais 8 ans. Et je suis venu en France avec mon grand-père. Je viens d'une famille très francophile. Quand j'étais tout petit, mon grand-père me lisait le Larousse illustré, sur le genou. Et à 8 ans, on est venu à Paris. Et mon grand-père est allé se faire nettoyer ses chaussures dans une petite galerie des Champs-Élysées. Et sur le mur de la galerie, il y avait plein de découpages de journaux, pas vraiment cochons. C'était ces journaux, vous savez, des vedettes de cinéma en maillot de bain, des choses comme ça. Donc ma première impression, c'était, mon Dieu, la France est le pays de la liberté sexuelle. J'avais 8 ans dans cette période. Après, j'ai découvert que c'était beaucoup plus compliqué. Après, j'ai découvert que les Français avaient un problème avec leur corps. C'est-à-dire qu'en gros, en France, on a des gens très élégants, des femmes magnifiques, très bien habillées, mais en France, le corps est fait pour être produit, pas pour être vécu. Ma première impression, c'est quand on rentre dans un métro et que le métro freine et que quelqu'un touche l'épaule de l'autre, la première réaction, c'est ah. Au Brésil, c'est l'inverse. La première réaction, c'est de se laisser aller sur les autres. Donc, c'est ça, là, il y a une grande différence. Mais ce que je voulais dire, de la deuxième fois que je suis venu, et c'est une impression beaucoup plus forte, je parlais déjà très bien le français, j'avais lu toute la littérature française, j'étais de culture française, etc. Paris était un peu comme aller à New York, c'était magnifique. Et ce qui était dur, c'est que j'étais très bien accepté, et à chaque fois qu'on découvrait que j'étais étranger, on me disait « Mais comment c'est possible que vous parliez si bien le français ?» Alors en gros, on me rejetait toujours. Je me suis rendu compte que l'image que je donnais en tant qu'étranger, c'était l'image d'un singe savant, et non pas l'image d'un amoureux de la langue, de la culture, intégré, etc., etc. Et donc j'ai compris comment c'était dur d'être persan en France, parce qu'il y a une formidable, et j'adore ça, une formidable liberté de critique, de point de vue, etc. Les Français adorent ça. Mais quand on s'intègre vraiment, qu'on travaille, qu'on commence peut-être à avoir une petite influence ici et là, moi j'étais journaliste, donc je sais un peu comment les choses sont, là immédiatement, on n'est plus considéré comme un étranger qui peut dire même des choses méchantes ou dures, mais on est considéré comme illégitime. On n'est plus là, on est un singe savant, donc il faut garder il faut garder ses limites, et des limites qu'un persan ne peut pas franchir. Je suis d'accord qu'on trouve l'étranger un animal bizarre. Mais ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que les Français aiment discuter quand même. Et ce qui m'a frappé, quand par exemple, j'étais à la télévision à Paris, je prends le train, je vais dans le Midi, et les gens m'arrêtent dans la rue, des gens tout simples, et continuent la discussion. Vous avez dit cela, pourquoi vous avez dit ça? Et on veut discuter. Et ça me plaît. Ça ne vous agace pas?
ça me plaît. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous agace? C'est le thème de cette table. Ce qui m'agace chez les Français, chez nous? Eh bien, je dois vous dire que cette question ne me convient pas. Parce que je ne connais pas qu'est-ce que c'est nous. Qui êtes-vous? Et je crois qu'il y a 3 types de Français. Il y a les Français qui vivent dans les mythologies, qui croient qu'ils sont un pays unifié par une seule pensée, une seule ambition, et c'est un rêve. Et on essaie de propager ce rêve à l'extérieur. Et les hommes politiques continuent à dire, il faut rassembler. Il y a un deuxième type de Français, et c'est lui qui est un individu. Et chacun de vous est différent. Et la conclusion que je fais dans mes études, c'est qu'il y a autant de minorités en France qu'il y a des habitants. Et donc, je ne peux pas faire des généralisations sur qu'est-ce que c'est un Français. Mais il y a un 3e type de Français. Et ils sont plus nombreux que les Français qui habitent ce territoire. Ce sont des gens qui en sont inspirés par la culture française, qui aiment votre art ou votre culture ou vos habitudes ou vos vêtements ou votre cuisine. Et donc je suis français aussi à 10%. Et vous devez reconnaître qu'il y a beaucoup plus de Français dans le monde que les 60 millions qui habitent ici. Alors justement, professeur, quelqu'un qui est resté pour une de ces qualités dont vous venez de parler, c'est Marcella. Vous êtes resté en France pour la cuisine et vous souhaitiez réagir aux propos du professeur. Des fois, j'ai dit ça, mais je peux dire tout autre chose aussi. Hein. Mais c'est vrai que la cuisine, c'est quelque chose de très important. Mais là, bon, ça, c'est gentil, la cuisine. Les sons est un peu... J'ai l'impression que ça oui, il y a un petit écho, mais il faut bien parler dans le micro. Oui, non, mais par rapport à ce qui... Qu'est-ce qui vous agace chez nous, Marcella? Non, mais là, c'est intéressant ce qu'il a dit sur la société, sur la question... Je pense que la France a inventé la sociologie parce que c'est une société beaucoup plus que d'autres pays. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins de place pour l'individu que dans d'autres sociétés. Il y a une sorte de... Je pense que des fois, la France, c'est comme un complot, en fait. Une société, c'est un complot. Hein. Et les gens agissent comme membres d'une société plus que comme des individus. Et moi, j'ai l'impression qu'en France, on voit ça beaucoup plus que dans des pays que j'ai pu connaître dans d'autres pays. Enfin, qu'il y a... les gens ils sont tous une conscience d'avoir une place dans une société, en fait. Et voilà. Et je trouve que ça a des côtés, des fois, assez terrifiants. Cet aspect social de la France, en fait. Que les individus soient très peu des individus, en fait, par rapport à d'autres pays. Alfredo, justement, qu'est-ce qui vous agace chez nous? Nos clochers, notre terroir, nos caractères, côté râleur. Le Français est râleur, il n'apprécie rien, il se comporte mal. C'est ce qu'on peut lire dans les enquêtes qui sont aujourd'hui faites sur l'image des Français. Non, c'est pas vraiment ça qui m'agace. Allez-y, vous gênez pas. Oui, oui. Ce que je sens, c'est qu'en gros, ce qui m'agace en France, c'est ce qui me plaît en France. Et vice-versa. Donc ça me crée une sorte de schizophrénie. Je disais à Marcel, je ne suis pas allé voir un psychanalyste par snobisme, parce qu'en Amérique latine, tout le monde va voir des psychanalystes. Donc je n'ai pas été le voir. Mais je crois que ce qui me plaît le plus, c'est cette capacité de discussion, cette capacité de ne pas toujours tout admettre, de ne pas admettre que les choses viennent d'en haut, de toujours vouloir discuter, remettre en cause les choses, etc. Mais ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est que cette capacité de discussion commence à tourner en rond et mène à l'immobilisme dans le pays. Ça me laisse rêveur de voir, quand je suis arrivé en France il y a déjà 30 ans, 40 ans, les intellectuels français avaient une influence très forte sur le monde. On pensait encore Paris était un des endroits où on parlait du monde, on parlait des choses, des grands problèmes. Aujourd'hui, ils sont pratiquement inaudibles dans le réseau. Ils ne participent pas au débat du monde, les intellectuels français.
il s'engage dans des polémiques franco-françaises de plus en plus fermées, de plus en plus locales. Et ça, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a un grand abîme en France qui s'est creusé dans ces dernières années entre un discours universaliste, ouvert, qui parle de tous les grands problèmes, et une réalité de plus en plus fermée, comme un village gaulois. Et cette tension entre un discours très ouvert et une pratique sociale de plus en plus fermée rend la vie politique et la vie sociale française plus difficile. Il y a beaucoup d'immobilisme en France. C'est très difficile de changer les choses, etc. Bon, il y a d'autres aspects pour ça, mais on va en parler. Professeur. Ce n'est pas une caractéristique française. Ce qui se passe, c'est que nous sommes tous devenus des spécialistes. Et donc, nous n'osons plus parler des choses dans lesquelles nous n'avons pas un doctorat. Donc, la conversation se diminue. Et moi, je suis intéressé par la conversation. Et donc, j'organise des conversations. Et j'ai organisé, il n'y a pas longtemps, une conversation chez McDonald's à La Défense. Et j'ai invité les banlieusards défavorisés de venir causer avec les nantis de Paris. Et les banlieusards ont accepté avec beaucoup de difficultés parce qu'ils croyaient qu'ils seraient méprisés. Et même un médecin du banlieue a refusé de venir parce qu'on dirait que ce n'était pas un des gens chics de Paris. Donc il y a cette division qui continue. Et je dirais que ce qui manque en France, je crois que vous êtes d'accord, je suis d'accord qu'il y a ce désir de discuter. Et les Français ont un héritage de dire qu'ils sont intelligents. On admire l'intelligence, au contraire de l'Angleterre, où on doit cacher son intelligence. Mais il y a de grandes difficultés maintenant à trouver quelqu'un avec lequel on peut avoir une bonne conversation pendant 1 ou 2 heures plutôt que échanger des nullités, des choses sans importance. Et pour moi, ce que négligent les hommes politiques que j'ai écoutés ce matin, qui parlent seulement des lois qu'on va réécrire, abolir ces lois et instaurer d'autres lois. Ce n'est pas par les lois qu'on change les comportements, c'est par les relations humaines. Et voilà, je ne sais pas si vous étiez... J'ai écouté Monsieur le Président Sarkozy ce matin, et il a énuméré toutes les lois qu'il va abroger ou promulguer. Et on m'a invité à participer un peu dans les conseils de votre gouvernement, et j'ai découvert que le pouvoir est impuissant. Il peut promulguer une loi et le Parlement le change, et on n'écoute pas les lois, on trouve manière de subvertir et rien ne change. Donc cette question de comment on peut exercer son intelligence, ça devient un problème. Marcella, et après avec Sophie. Non, mais Marcella, un commentaire. Non, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi j'ai le sentiment qu'en France, ce qui bloque aujourd'hui, c'est tous ces lieux comme l'université, les médias et même la jeunesse, tous ces espaces dans lesquels il y a un discours, dans lesquels la société peut construire son propre avenir, des modèles nouveaux. C'est là qui bloque en fait. Il y a une incapacité totale. Ces espaces-là sont morts aujourd'hui. Et je crois que c'est pour ça que la France a beaucoup de mal à se réformer et à changer. C'est justement ces lieux-là d'invention qui sont morts. Et alors, où est-ce qu'on peut réformer et avancer, d'après vous? Quels sont ces lieux justement où on peut avancer, réformer? Ça passe par où? Ça passe par qui?
Moi, si vous voulez, malheureusement, je suis dans les milieux qui sont morts. Moi, j'appartiens à ces milieux universitaires et des médias. Enfin, je vois un peu ce qui se passe par rapport à une sorte de rester toujours avec la même chose, de répéter tous les mêmes choses, d'être incapable d'inventer des formes de vie nouvelles, en fait. Et je crois qu'il faut, disons que ces secteurs-là, on ne pourra pas changer la société sans eux, en fait. Il faut qu'eux, ils se réforment. Je le crois. Il faut de l'audace. Il faut Pardon? de l'audace. Oui, de l'audace, il faut de la créativité, il faut de la capacité d'inventer, mais même la jeunesse, les jeunes ont un discours des gens, les jeunes qui étaient à la République, ils avaient le même discours des gens qui ont 50 ou 60 ans, ils disent les mêmes choses en fait. Même eux, ils n'ont pas une capacité à inventer quoi que ce soit en fait. C'est comme ça que vous l'avez vu, vous. Ouais. Ah, moi, oui. Alors, Sophie Péder, vous observez la France et l'économie française depuis 2003 aujourd'hui pour The Economist. Là, on a l'impression quand même qu'on parle d'un pays, d'une population, d'une opinion qui est un petit peu en train de se replier sur elle-même. C'est ce que vous constatez, vous? Oui, un peu. Je voulais revenir à cette idée que les Français aiment bien discuter. C'est effectivement formidable. Le côté débat, débattre, échanger lors des émissions interminables. Très bien. Ça nous plaît beaucoup. Mais, enfin, pour changer ce pays, il faut agir aussi. Et je pense que là, ce qui me frappe vraiment ces derniers, peut-être plus de 10 ans en France, c'est la peur de l'avenir chez les Français. La peur d'un monde qui sera plus comme ils avaient imaginé ça. Et j'ai l'impression que les hommes politiques, la classe politique en France a une tendance d'amener les Français dans une espèce de misérabilisme, si on peut dire ça, où on parle que des problèmes. Il y a toujours des problèmes, le fracture sociale, le déclassement de la classe moyenne. Il y a, c'est vrai, en réalité, des problèmes dans l'économie française. Il y a des vrais problèmes avec la sécurité dans ce pays et en Europe, et on est tous très conscients de ça. Donc, je ne dis pas des choses à la légère. Mais je pense que la France est un pays avec tellement d'atouts. C'est un pays formidable. Avec, et c'est vous, oui, c'est quoi les atouts pour vous, là, tout de suite? C'est l'excellence dans tous les domaines, pas simplement l'héritage du passé, mais la capacité d'innover, de construire des choses, des objets qui sont achetés partout dans le monde, qui sont reconnus pour être le produit de l'excellence française. Je parle des produits de luxe également, mais aussi des produits de high-tech, des produits que les voitures sans conducteur utilisent, des produits français pour détecter, pour circuler dans la rue. Des produits qui sont construits en France par les ingénieurs français et fabriqués en France par les usines françaises. Donc, je prends juste des exemples très loin l'un de l'autre pour dire que la France, c'est un pays d'innovation, d'excellence, de qualité, mais qui a perdu son sens, sa capacité de croire en elle-même. Et c'est ça qui est très frappant. Et je pense vraiment, c'est une... si je dois expliquer pourquoi, je pense que la faute, en grande partie, c'est la classe politique, comme je disais tout à l'heure, qui a amené les Français dans une espèce de misérabilisme. Alfredo, sur ce constat-là. Oui, je suis partiellement d'accord avec elle, même assez d'accord. Mais moi, je crois que l'un des problèmes que la France a aujourd'hui, c'est un problème que j'avais essayé de traiter dans les années 80 dans un livre que j'avais publié sur la France qui s'appelait « Une nostalgie de grandeur ». C'est-à-dire que la France a été pendant très longtemps l'une des grandes puissances de la planète, culturelle, militaire, dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, elle ne l'est plus. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est obligée de se confronter à un monde qui est beaucoup plus ouvert, où il y a beaucoup plus de protagonistes qui arrivent dans tout du monde entier. Il y a des Chinois, des Indiens, des Américains, partout il y a des gens qui arrivent. Il y a une concurrence qui s'établit. Et la vieille tradition française qui était de faire confiance à l'État-nation,
à la bonne vision des dirigeants, à l'État central, etc., ne fonctionne plus dans un pays, dans une économie et même dans une société comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul gouvernement capable de contrôler les informations qui circulent, les réseaux sociaux, les choses de ce genre. Tout le monde est branché sur tout le monde. Donc il y a en France une sorte de retour, une peur du monde, une peur de l'ouverture, parce qu'on a l'impression qu'on va perdre notre identité, perdre notre langue, perdre nos avantages. C'est extrêmement étrange, un pays qui a toujours voulu et qui continue à vouloir l'excellence, être numéro un, et qui se dit, si je ne suis pas numéro un, je suis zéro. Bah, si c'est ça, il n'y a pas de solution. On se retourne vers une sorte de village gaulois où il veut dire il faut se protéger du reste du monde, arrêter le monde pour que je descende. Complètement. Je suis d'accord, c'est très frappant dans les sondages d'opinion sur l'avenir. Le pessimisme en France atteint des sommets. C'est extraordinaire par rapport à d'autres pays européens. La France se trouve avec les pays qui sont carrément dans des situations très graves, comme l'Afghanistan ou l'Irak, pas parmi les autres pays européens qui sont semblables à la France. Les sondages sont faits pour les journalistes qui n'ont rien à écrire. Merci beaucoup. C'est-à-dire, je ne suis pas venu ici pour faire un discours misérabiliste, comme tous ces gens qui disent, voilà, tout va mal, nous ne sommes pas un pays, grand pays comme jadis. Non, non, vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce pays. Quand je vous demande quelle est la source de votre plaisir, de votre espoir, vous me direz, et voilà, les sondages le confirment, que c'est votre famille et vos amis. Et ça, c'est les deux valeurs universelle qu'on trouve en France comme ailleurs. Et je trouve que vous essayez, comme le monde entier, d'établir des relations personnelles avec d'autres. Et ce n'est pas facile, et il y a beaucoup de dégâts, mais ça vous donne le sentiment que vous êtes un être humain et qu'il y a des possibilités de se développer en dehors de ce que font les hommes politiques et les hommes économiques et tous les professeurs. Vous faites quelque chose d'intéressant et c'est ça, c'est le grand changement. Parce que jadis, vous étiez plutôt des agriculteurs, un pays des agriculteurs, et vous connaissez quelle était votre place dans la vie, et maintenant vous ne le savez plus. Et donc vous êtes obligé de construire une vie pour vous-même. Et ça, c'est intéressant. Et quand je viens ici, je trouve que vous êtes toujours intéressant. Merci. Marcella, oui, non, mais c'est par rapport à cette histoire de la relation. Moi, je crois que il y a une grande partie du pessimisme français qui est liée à l'explosion de la solitude, des solitudes qu'il y a en France, qui est très important, comme dans beaucoup de pays démocratiques. Il y a la nouvelle structure familiale a provoqué des solitudes en masse de plus en plus importantes et qui touchent à des populations qui étaient avant, on n'était pas du tout touchés, comme les jeunes et les gens qui habitent dans les villes, etc. Et ça fait justement qu'on converse moins, en fait. Les gens sont de plus en plus isolés. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui rend les gens très malheureux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de malheur des relations entre les gens, qui des fois sont, quand les gens parlent, ils les transposent peut-être des fois au pays ou ils accusent, disons, la réalité sociale ou économique d'une sorte de malheur relationnel qui est lié à une structure, à une nouvelle structure, à la modernité familiale qui est très bancale d'un point de vue du bonheur relationnel, en fait. Et qui aussi est en grande partie responsable, à mon sens, du fait que les gens sont moins capables qu'avant de se rassembler pour lutter, pour penser, pour réfléchir. Enfin, les gens sont de plus en plus isolés à cause de ces modèles. Professeur. Demandons à la salle, est-ce que vous êtes des gens malheureux?
Ah, bravo. Vous savez que les malheurs, c'est comme l'économie. En fait, on compte aujourd'hui, dans les études qui sont faites sur la solitude, on considère qu'il y a 60% de la population française qui a des relations familiales, amoureuses, amicales correctes, et alors qu'il y a presque 40% qui sont vraiment dans la détresse de la sociabilité, en fait. Et c'est une tache d'huile qui ne cesse de s'accroître, en fait. Hein. C'est-à-dire que, moi, je crois que cet aspect des choses, il faut quand même l'analyser. Il faut imaginer que, par exemple, à l'époque comment dire, de l'apogée des syndicats, c'était l'époque aussi de l'apogée de la famille traditionnelle, etc., qui faisait que c'était beaucoup plus facile de se mettre en relation avec les autres. Mais il y a un problème qui est devenu extrêmement puissant dans les pays développés autour de la solitude, en fait. Vous ne croyez pas, mais il faut quand même lire les études, hein, sont impressionnantes. Oui, on peut chercher le malheur et on peut proposer de thérapeutes pour vous alléger le malheur, mais aussi on peut chercher la joie. Et il y a une grande joie de reconnaître, voilà, je vous ai rencontré. Ça me fait plaisir. Pareillement. Mais justement, professeur, vous parlez de ça, vous demandez à la salle si les gens sont malheureux ou pas. Ça passe par quel biais? Parce qu'on dit les Français, finalement, ne sont jamais contents de leur sort. C'est un peuple de râleurs. Ça passe par quel biais pour inverser? Est-ce que c'est possible? Parce que le Britannique n'est pas râleur? Oui, oui. Si vous voulez expliquer ça, comprenez que la France n'est pas un territoire, la France est une idée. Et l'idée, c'est qu'on peut faire mieux. C'est ce que vos maîtres vous ont toujours dit, peuvent mieux faire, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'on cherche quelque chose de mieux. Et ça, c'est intéressant. On ne peut pas dire que la vie serait meilleure, mais on peut dire que peut-être elle serait plus intéressante si on écoute les autres. Et au lieu donc de se demander « suis-je malheureux, suis-je imbécile ?», on rencontre d'autres qui sont plus imbéciles que soi-même. Alfredo, question parallèle aussi, pourquoi voit-on toujours quelque part le verre à moitié vide finalement? Moi, je crois qu'il y a également un problème, c'est un des problèmes, un problème de géographie ou de mobilité territoriale. C'est-à-dire que dans un monde de plus en plus ouvert, où les gens sont de plus en plus connectés, où les voyages sont de plus en plus fréquents, etc., un pays comme la France reste encore très attaché à son identité territoriale, même si on a eu un grand bouleversement où les gens sont partis des campagnes vers les villes dans les années 50-60, on se retrouve avec encore une mentalité qui dit « mon grand-père était paysan, donc c'était bien, la campagne c'est bien ». Il y a tout un imaginaire français, un peu le clocher, le mon village, etc., qui continue à exister. Et il y a une incapacité à se projeter comme quelqu'un, comme un individu capable de pouvoir partir, aller d'un endroit à l'autre, etc. Et donc ça crée, je pense, une certaine souffrance, parce que dans une économie, une société comme elle existe aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver cette espèce de oikos sympathique, ou en tout cas rêvé comme sympathique, comme on l'avait avant. Et ça, je crois que c'est un vrai problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est un rêve, une nostalgie, oui. Pas soutenu par les faits. Vous imaginez que les villages d'antan étaient tous aimables, tout le monde connaissait tous. C'était plein de rivalité, de haine, de jalousie. Mais oui. Sauf que le problème... Vous savez, au moins, il parlait, mais c'est ce qui est pour se haïr. Et le problème aujourd'hui dans les sociétés d'après la modernité familiale et sexuelle, c'est que les gens n'ont même pas la possibilité de s'y haïr. Ils ne se parlent plus, en fait. Il y a des gens qui ne parlent avec personne pendant des semaines et des mois. Ils ne parlent à personne. Ils n'ont aucun contact avec d'autres êtres humains, en fait. C'est ça que je pense que vous n'arrivez pas à comprendre, qu'il y a ces problèmes. J'ai vu que vous êtes plus française que les Français. Parce que vous m'avez dit que ce qui vous intéresse, c'est l'être humain.
Et ça, c'est un sujet absolument français qu'ils ont développé au XVIIIe siècle, qu'on doit parler pas de la France, mais de l'être humain. Vous êtes un peu pessimiste sur le sort de cet être humain. Je suis d'accord qu'il a fait énormément de bêtises, mais maintenant nous avons une mémoire agrandie, c'est-à-dire nous sommes conscients des bêtises que nous avons faites. Et il nous est possible, je ne dis pas qu'on va le faire, mais il est possible d'essayer de ne pas répéter les mêmes bêtises. On peut faire de nouvelles bêtises, mais pas les mêmes bêtises. Oui, mais ça, je ne vois pas, si vous parlez, ça c'est la question de la... Parce qu'on parlait de l'espèce humaine comme espèce autodestructrice, oui. En fait, voilà, mais ça c'est pas particulièrement à la France, c'est, disons... C'est pas que un trait de caractère que c'est nous pas- avons, on peut le partager. Malheureusement, c'est Alors, des choses de l'espèce. Mais effectivement, il y a la question de la sociabilité aujourd'hui qui commence seulement à être prise en compte. Je pense que c'est quelque chose qu'on a mal... Je pense que l'ensemble des pays démocratiques ont mal passé, ont mal fini les sociétés conservatrices. On est passé à une modernité d'un point de vue de la sociabilité qui est très défaillante en fait. Et alors, oui. on va développer parce que l'heure tourne, malheureusement, professeur, le temps avance. Vous allez pouvoir poser des questions dans la salle dans quelques instants. On vient d'évoquer avec tous les quatre, donc effectivement, ce sentiment de quelque part que nous aurions de déclin, de repli sur soi. Pourtant, il y a des chiffres quand même assez étonnants, paradoxaux. On a un taux de fécondité plutôt bon, un système de santé par rapport à toutes les enquêtes qui dit que c'est pas trop mal puisque notre espérance de vie est assez longue. On a beaucoup d'atouts. Pourquoi ne voit-on pas et est-ce que ça vous fait sourire, vous qui venez d'ailleurs? Pourquoi ne voit-on pas ce qu'il y a de bien chez nous? Sophie? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la classe politique, parce que je pense que c'est vraiment important. Ce que je disais tout à l'heure, ce n'était pas un discours misérabaliste de ma part. Je racontais ce que racontent les hommes politiques dans ce pays, que tout va mal, que tout va mal dans la société française. Parce que dans les autres pays, c'est pas le cas quand il y a des campagnes électorales? Non, surtout pas. C'est un discours d'avenir. Le Yes We Can, c'est le discours de changer le pays pour le meilleur. Alors à quel endroit ça doit se passer, ça, ce discours? Rappeler aux électeurs de tous les défauts ou de tous les malheurs. Donc, je pense que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que le pays a perdu confiance en soi, mais sans raison. Qu'il faut retrouver confiance dans le pays qui a des réels atouts, mais qui ne les reconnaissent pas. Pour expliquer pourquoi, premièrement, je pense que c'est un problème de débat politique. Mais l'autre problème, c'est précisément l'idéalisme des Français. Parce que si on pense toujours que l'idéal existe, on est toujours frustré avec le réel. Oui. Et l'esprit critique des Français, le doute, ça fait partie de la tradition de penser en France. Et c'est enseigné toujours dans les écoles, de douter de tout. Et c'est c'est bien. Mais si vous expliquez pourquoi les Français sont frustrés ou déçus par le réel, c'est en partie par rapport à et pourtant, les Français idéalisme. sont des romantiques, c'est l'image qu'on a à l'extérieur. Paris fait rêver le monde entier pour les amoureux. Il y a quand même des raisons d'espérer. Rassurez-moi, Alfredo. Bien sûr, la France est un pays magnifique qui fonctionne plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a que vous n'auriez pas, vous, par exemple? Non, on a plein de choses. On a une vie culturelle que l'on n'a pas, on a une gastronomie qu'on n'en a pas, on a une liberté de ton et de discussion qu'on n'a pas, on a une capacité de s'opposer qu'on n'a pas. Toutes ces choses-là, il y a une liberté beaucoup plus grande qu'on n'a pas. Par contre, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est moins une question de réalité qu'une question de perception. Comme vous avez dit, la France peut mieux faire.
D'ailleurs, c'est très étrange comment dans les écoles françaises et les universités, on ne dit jamais « tu as bien fait », on dit « c'est pas mal hein, ce que vous faites ». Moi, je me souviens quand je suis rentré à Sciences Po, on me disait toujours « vous allez noter sur 20, 20 c'est pour le bon Dieu, 19 c'est pour le génie, 18 c'est pour le professeur, 17 c'est pour un type formidable et donc les notes commencent à 16 ». Alors je dis, mais alors pourquoi notez pas à partir de 16, par exemple? Ça aurait été plus facile. Et donc, c'est ça qui est terrifiant, c'est que cette volonté de toujours faire mieux, d'être toujours au top, quand elle ne se traduit plus dans la réalité, quand l'idéal devient trop éloigné de la réalité, on commence à être déprimé et on commence à douter de soi-même. Et je n'arrive pas à comprendre comment un pays qui a autant d'atouts que la France a si peur de ce qui vient de l'étranger. C'est-à-dire que toute ouverture est vécue un peu comme une sorte de danger, d'agression. Par exemple, la langue française, cette peur qu'ont les dirigeants politiques, et une partie de la France, de perdre leur langue, que l'anglais va venir leur manger leur langue. C'est le seul endroit au monde où il y a ça. C'est très étrange. Au Brésil, par exemple, s'il y a un mot anglais qui arrive, on le prend, on le brésilianise, on change son sens, on le met dans la langue et voilà, et tout fonctionne. Ici, non, oulala, un mot anglais, ça va tuer notre langue. Mais quand même, une culture universelle, comme on a aussi forte que la culture française, va mourir parce qu'il y a 3 mots en anglais qui rentrent dans la langue. C'est idiot. Et aussi, c'est pour ça qu'on n'aime pas les accents. Hein. Oui. Que et les accents. Les accents, on les déteste ici. On mais déteste ils ont le une québécois, l'accent suisse. Non, mais ils ont une horreur de l'accent, enfin, en France. Les Français ont une horreur des accents. Des accents étrangers. Ah, mais oui. C'est ce que vous avez ressenti? Ah, mais tous les jours? Oui. Ah oui, oui. Pardon? Vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez pouvoir prendre la parole. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous savez, quand vous avez un accent étranger en France, c'est comme si, plus qu'aujourd'hui, plus que toute autre chose, parce que c'est pas parce que vous avez une couleur de peau ou vous êtes d'une origine religieuse ou quoi que ce soit, mais l'accent montre que vous n'avez pas été socialisé quand vous étiez jeune dans cette culture française. Alors vous êtes une sorte de barbare. À ce point. Vous êtes une sorte de barbare. Du même coup, vous n'avez pas d'accent, madame. Moi, j'en ai un. Comme vous entendez bien, alors je sais ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Si vous nous invitez pour vous dire la vérité, ce que nous vivons, j'ai dit la vérité. Si vous voulez que je vous mens, je vous mens. Hein. Mais moi, j'ai dit ce que j'ai vu par rapport à mon accent, parce que moi, j'ai à la fois, je m'exprime à écrit, alors il n'y a pas de problème. Mais je travaille à la radio, par exemple, et je vois ce que ça signifie avoir un accent. Vous êtes immédiatement un barbare. C'est-à-dire que quelque chose vous éloigne fondamentalement de la communauté nationale. Et peu importe que vous ayez passé votre vie, c'est que vous n'avez pas fait ces années-là fondamentales en France. Alors du même coup, vous ne pouvez pas être intégré complètement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur, vous qui avez aussi une expérience. Mais je dis, on dit la vérité. Si vous voulez que je vous mente, je vous mens. Mais c'est ça qu'on sent. Et c'est quelque chose de très dur d'avoir un accent en France. C'est un handicap. Marcella, on va un vrai handicap. Ça ne devrait pas être le cas, je suis d'accord avec vous. Parce que moi aussi, j'aime bien les accents étrangers, les entendre. Mais dans les médias, on vous dit... moi, on m'a dit ça à la radio, par exemple. Oui, un auditeur ne pourra pas supporter t'écouter plus que 3 minutes. Ils vont éteindre la radio parce qu'on ne supporte pas ton accent. Je vous explique pourquoi j'ai une expérience toute différente. J'ai du mal à parler le français, mais quand même, ce que je remarque, c'est que vous, les habitants de ce pays, sont comme tous les autres habitants du monde. Vous aimez parler de vous-même. Et moi, je suis intéressé par ce que vous me dites. Donc, je vous pose des questions et je rencontre des gens dans tous les milieux et vous êtes enchantés. Voilà enfin quelqu'un qui m'écoute. Et j'ai plaisir à écouter. Et ce qui manque peut-être, c'est
le désir d'écouter les autres plutôt que de parler de soi-même. Et on a encouragé les gens de parler seulement de soi-même, d'étudier eux-mêmes, par cette idée qu'il faut se connaître. Moi, je ne veux pas me connaître. Je serais très ennuyeux de me connaître. Je préfère vous connaître. Et c'est pour cela que quand je viens ici, je suis toujours enchanté, surpris, amusé. Et je reviens avec plaisir. J'aimerais faire une petite motion de synthèse. Petite motion de synthèse, quand même. Et je voudrais, comme on en fait toujours. Alfredo, vous allez la faire, mais si des questions dans la salle, on va arriver à la fin de cette question, donc on va faire circuler les micros. Alfredo. D'accord. Juste une motion de synthèse. C'est que je suis d'accord avec Marcel sur cette histoire de l'accent, mais je pense qu'en France, on aime beaucoup les accents étrangers, pourvu que l'étranger qui parle reste étranger, c'est-à-dire qu'il reste en dehors. Au moment où il devient simplement un autre membre de la communauté nationale en train de faire des choses comme tout le monde, là, on n'aime plus cet accent. Oui, une chose, rapidement, parce qu'il y a des questions. C'est que par rapport à là, ça, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a, disons, une sorte de théorie, heureusement, qui est antiraciste, tout ce que antidiscriminatoire par rapport aux origines et tout ça, mais le fait de... et ça c'est lié à une ancienne tradition française, c'est-à-dire qu'on est français parce qu'on est des cultures françaises, parce qu'on a été élevé dans ces pays, peu importe où sont vos parents. Mais la langue, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait l'école primaire en France. Alors il y a quelque chose en vous qui sera un handicap toujours pour appartenir à cette société, en fait, à de plein pied, en fait. Alors, on va prendre la question qui est dans la salle. Bonsoir. Bonjour, pardon. Oui, bonjour, Elisabeth Descombes-Challenge. Conférence débat, 2 volets. On agace, mais on nous aime. On a passé beaucoup de temps vous nous avez dit pourquoi on vous agaçait, nous les Français, ou nous la France. Pouvez-vous nous dire, chacun des participants, pourquoi on nous aime? Merci. Ça a été dit en filigrane entre contrebalançants. Alors, on va répondre à cette question. Professeur, pourquoi vous nous aimez? Ça va être un peu la conclusion. Je vous dis que je ne vous aime pas tous. Il y a parmi vous sans doute des gens imbéciles, désagréables et tout cela. Mais quand je vous rencontre, même si vous êtes désagréable, je vais essayer de vous comprendre. Et ça me donne le sentiment d'être en vie. C'est-à-dire, je découvre la vie. Il y a des difficultés de la vie. Et donc, voilà, pour vous, ce pays a été pour moi comme un laboratoire où j'ai étudié l'espèce humaine. Et vous êtes une espèce intéressante. Voilà. Marcella, qui a fait donc le choix de venir vivre en France. Pourquoi vous nous aimez? Non, mais là, je réagis à cette... Moi, j'ai trouvé la question, excusez-moi, madame, un peu menaçante, votre question. Comme disant, vous êtes des métèques, qu'est-ce que vous êtes en train de nous critiquer? On nous invite pour vous critiquer, je suis désolée. Hein. Moi, j'étais contente qu'on m'invite, mais le ton de votre question me semble vraiment dérangeante. Je vous dis, on est critique que les choses qu'on aime. Moi, si je suis ici, c'est parce que j'aime ces pays. On les critique parce qu'on l'aime. Simplement, les choses qu'on n'aime pas, on ne les critique pas, en fait. Moi, je peux passer ma journée à dire tous les biens que je pense de la France. Hein, mais justement parce qu'on l'aime, qu'on critique. Et c'est quand même, il faut comprendre ça pour pouvoir justement avancer dans un débat, en fait. Hein, ne pas avoir peur de dire les choses, en fait. Marcella. Sophie, alors, cette question. Oui. On a entendu, vous disiez tout à l'heure, on a des atouts, mais on ne s'en rend pas compte. Oui, je pense que je risque de redire ce que voilà. j'ai déjà dit. Donc, je ne reconnais pas la question dans les propos que moi j'ai tenus ici cet après-midi. Je pense que le problème, ce qui m'agace en France, c'est d'avoir perdu confiance précisément dans tous ces atouts, dans tout ce que la France peut faire. Dans ce qui vous avait attiré. Et c'est ça qui est agaçant. Je ne pense pas que c'est la faute des Français. Je pense avoir expliqué la cause et l'origine de ce problème. Et j'espère trouver une ambiance un peu plus positive dans le discours politique pour essayer de transformer les atouts en confiance
parmi les Français. Donc la France, c'est un pays remarquable. Ouais, on ne va pas lister tous les patrimoines, la littérature, la philosophie, ça va sans dire. Mais c'est également un pays d'innovation, de création, de la conception de l'excellence que j'essayais de décrire tout à l'heure, dans la fabrication, dans la conception des choses, des articles. La France est connue pour ça. Et vous oubliez, je pense, parfois que vous avez ces atouts. Et ça, c'est ça qui, actuellement, m'agace le plus. Et que vous aimez aussi, à contrario. Alfredo, c'est comme ça que vous aviez commencé. Est-ce que vous diriez qu'on est des enfants gâtés? Non, ce n'est pas une question d'enfants gâtés. Moi, je pense qu'on vit une période compliquée. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez nous? Je pense l'avoir déjà dit beaucoup. Ce n'est pas par hasard que ça fait 35 ans que j'habite en France et que j'y ai fait mon pays. C'est-à-dire la France est mon pays. Et donc je l'aime. Je suis là, je suis en plein... Mais c'est justement parce que j'ai fait de la France mon pays que je me sens tout à fait en possibilité de pouvoir le critiquer. D'ailleurs, on m'a demandé de venir ici justement pour ça. Donc, si c'est pour faire des discours lénifiants sur « oui, j'aime la France pour X, Y, Z ben, », on peut. Hein. D'ailleurs, on peut faire ça sur n'importe quel pays du monde, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de pays horrible. Dans tous les pays, il y a des choses bien, des choses mauvaises, etc. etc. Alors, si on veut faire un coup à gauche, un coup à droite, synthèse finale, bon, c'est comme ça que les politiciens finissent par décourager toute une population. Donc, je pense qu'au contraire, la France est un pays magnifique, formidable, je m'y sens bien, j'ai fait des choses magnifiques en France. Et je dis encore une fois, je me sens un peu schizophrénique parce que ce que j'aime énormément en France, c'est aussi ce qui m'agace. Et ce qui m'agace, c'est ce que j'aime. Donc, et voilà, alors j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas allé voir un psychanalyste par snobisme, parce qu'en Amérique latine, tout le monde va voir des psychanalystes. Donc voilà. Professeur, vous voulez donner un dernier mot. Madame est venue avec son petit chien. Je la félicite et il faut dire que nous aimons aussi les chiens. Autre question, il y a encore 2 questions qu'on va prendre avant de clore définitivement. Bonjour monsieur. Jean-Pierre Dumas, économiste. Je voudrais essayer de parler à Madame Peder, de The Economist. Je voudrais rappeler que pour expliquer pourquoi il y a un certain spleen en France à l'heure actuelle, pourquoi on a perdu un peu notre capacité à croire en nous, c'est peut-être parce que, ce qui a été bien vu par The Economist, il y a une binding constraint en France, c'est le taux des dépenses publiques par rapport au PIB. Même M. Sarkozy en a parlé ce matin, et ça nous bloque partout. C'est la contrainte de base. Et ça, il faut le baisser. Et la seule espoir qu'il y a en France à l'heure actuelle, pour les politiques sérieux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même beaucoup, à droite en tout cas, ils ont tous dit qu'ils allaient baisser le taux des dépenses publiques. Il y a un pays qui s'appelle l'Angleterre, avec un gouvernement conservateur qui a baissé le taux des dépenses publiques d'une manière courageuse, qui fait en sorte qu'à mon avis, il va dépasser la France dans les 10 prochaines années. C'est ça qui nous inquiète, c'est cette incapacité du gouvernement français à prendre des décisions difficiles et refuser de baisser le taux des dépenses publiques, le nombre de fonctionnaires dans ce pays, les dépenses de santé qui sont trop élevées, qui vont aller en croissant, et les dépenses d'éducation qui sont trop élevées. Voilà. Merci, je pense que c'est plutôt un commentaire qu'une vraie question pour Sophie Peder. Hein, on est d'accord, mais il y a aussi l'autre question, madame. On vous donne la parole. Oui, ou l'autre commentaire, bonjour. Non, ce n'est pas un commentaire, c'est une question. Christine Demès, consultante. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le rayonnement culturel de la France et le débat en politique. Et vous posez la question, y a-t-il encore des intellectuels dignes de ce nom en France? Y a-t-il encore une qualité du débat politique? Et n'y a-t-il pas plutôt une OPA des médias sur la pensée intellectuelle et la pensée politique, ce qui fait que l'on est plutôt sans vision d'avenir et sans stratégie? Alors attendez, Martial, on parlait justement du rôle, la question autour du rôle des intellectuels dans la société française, ce manque justement d'intellectuels, de vision et à la fois politique et dans l'éducation, professeur. Et Martial, on en parlait tout à l'heure également. Quel est votre avis? Est-ce que finalement ça passe, cet optimisme,
façon d'aller de l'avant, aussi par l'éducation, par la recherche Malheureusement, on vit une époque des grandes médiocrités intellectuelles, universitaires. Je ne dis pas intellectuelles, c'est peut-être un mot trop large. Je dis dans les espaces universitaires, des recherches et dans les médias, c'est une période des grandes médiocrités par rapport à ce qu'a pu être la France 30 ans plus tôt ou 40 ans plus tôt. Enfin, c'est une évidence. Mais voilà, on espère que... comment dire, je crois que la France a toujours été un pays qui a du mal à se transformer, mais quand elle se transforme, elle est très radicale, cette transformation. Il y a eu la Révolution française un siècle après la Révolution anglaise, mais après, elle a été plus radicale que la Révolution anglaise. Enfin, moi, je pense que cette crise universitaire et de la recherche et des médias est liée aux difficultés qu'il y a la France à changer, mais qui est en train de préparer en quelque sorte peut-être une nouvelle société qui n'est pas encore prête, mais qui va être prête dans quelques temps, en fait, je pense. Le mot de la fin avec vous, professeur, parce qu'on va arriver chacun. On agace, mais on nous aime. Cette pauvreté par l'éducation, de la recherche, ce besoin revendiqué d'avoir donné du sens finalement à ce qui nous arrive. C'est par là aussi qu'on peut retrouver de l'espoir? Je crois qu'on ne doit pas attendre des intellectuels et des universitaires de donner du sens. C'est à vous de créer du sens vous-même dans votre propre vie. Et vous connaissez des gens ici, chaque fois que vous établissez des bonnes relations avec quelqu'un, vous avez changé le monde. Et chaque fois que vous réussissez à causer avec ennemis, voilà, vous changez. J'ai organisé, par exemple, des conversations entre des Turcs et des Arméniens. Maintenant, on me demande d'organiser des conversations entre les soutenants de Trump et de Clinton, des gens qui ne se tolèrent pas. Et c'est facile, parce que si on leur donne des bonnes questions à discuter des problèmes humains plutôt que de théories de la politique, on trouve que les autres ont quelque chose à contribuer. Chacun de vous a une expérience unique. Et si vous partagez cette expérience avec d'autres, vous contribuez à la connaissance mutuelle des gens. Et ça, c'est le progrès. Jadis, on essayait de se diviser en tribus, en quartiers, en classes. Maintenant, on essaie de découvrir qui sont les autres. Et les autres vous donnent une autre idée de ce que c'est la vie. Merci, professeur. En conclusion, Sophie, par rapport à ce débat ou Alfredo, parce qu'on va sinon déborder, donc il va falloir Alfredo, sur cette conclusion autour de ce besoin de sens. Très rapidement, le monsieur qui nous a posé la question sur l'État, oui, évidemment, il y a des problèmes avec l'État, il est trop fort, trop faible, etc. Mais je crois que le problème principal qu'on a aujourd'hui en France, c'est que les intérêts constitués depuis très longtemps, c'est un pays très hiérarchique, ne veulent pas perdre le pouvoir. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il y a une espèce de, je dirais pas de classe, mais de groupe dominant qui n'a pas envie que les choses changent. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut aller vers plus d'Europe, par exemple, mais plus d'Europe aujourd'hui signifie que les pouvoirs nationaux vont perdre un peu leurs avantages. Deuxièmement, l'histoire des intellectuels. Je crois qu'on a les intellectuels qu'on mérite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus compliqué, ouvert, etc., l'intelligentsia française ne trouve pas sa place dans un pays qui veut se renfermer sur lui-même. Là, c'est plus compliqué. Dans un pays qui est confiant, qui veut s'ouvrir, il y en a des intellectuels qui s'ouvrent et qui sont confiants. Quant aux médias, la question est beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire que tous les médias dans le monde entier sont en crise parce qu'on a aujourd'hui des réseaux sociaux mondialisés, une information qui est accessible à tout le monde. Les médias courent derrière les informations et je ne suis pas d'accord avec vous que ce sont les médias qui font l'opinion. Les médias courent derrière une opinion qui est en train d'être faite ailleurs parce qu'il n'y a plus
comme avant, cette espèce de sacralisation du journaliste qui pouvait donner son opinion et qui influençait tout le monde. La conclusion, Sophie. Oui, juste une dernière remarque. Je veux m'adresser au monsieur qui a parlé des modèles. Je pense que ce n'est pas le sujet là. On n'a pas eu une discussion économique sur les modèles de dépenses publiques ou autres, mais simplement, et surtout pour cette salle, s'il y a un point où on pourrait retrouver un peu de confiance, c'est de libérer tous les talents dans l'entreprise. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, rassemblés ici. Mais c'est précisément parce que vous êtes les chefs d'entreprise qui ont ces idées, ces talents, cette prise de risque, cette capacité de créer de la richesse pour le pays. Et si on libérait juste une fraction de ce que vous pourrez faire, la France pourrait peut-être retrouver un peu plus de confiance et de croissance. Voilà, merci beaucoup à tous les quatre. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci infiniment, Marcella Yacoub. Merci beaucoup, Sophie Peder, Alfredo Valdao. Et merci beaucoup, professeur Zeldin, pour cette table ronde organisée cet après-midi. Et on vous remercie. À très bientôt. Et l'après-midi continue avec d'autres débats.